Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. On démarre tout de suite et maintenant. Merci d'être avec nous comme tous les soirs. Vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est tout à notre honneur. Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Barry nous accompagne ce soir. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Élisée Volube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Moi, je vous aime. Gandhi Koué, bonsoir. Bonsoir Christelle et bonsoir à tous les Ivoiriens qui nous suivent. Il n'y a pas que les Ivoiriens, très cher. Ouais, bonsoir à tout le monde. Ah, voilà, on va dire ceci. Daouda Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tout le monde. Et le 7 est prêt. Le 7 est prêt, on y va. Oui, 7. Le président de la CEI, messieurs, parlons politique. Le président de la CEI donc annonçait mardi dernier que l'opération de révision de la liste électorale se tiendrait entre mi-septembre et mi-octobre. Il faut le rappeler qu'en 2018, une partie de l'opposition ivoirienne avait boycotté justement cet acte de révision. Pour ce lancement qui aura donc lieu en mi-octobre et mi-septembre, on va le dire ainsi, est-ce que l'opposition participera? Quelles sont, on va dire, les bonnes ondes que l'opposition ivoirienne nous donne vis-à-vis de cette révision de la liste électorale? Écoutons Daouda Coulibaly. Déjà, apprécions l'acte. Quel est votre commentaire, Daouda? Déjà, pour moi, l'inscription sur la liste électorale est cruciale. Cruciale dans la mesure où ça garantit en fait un processus électoral juste, transparent et représentatif de toute la société. Par ailleurs, elle permet en fait de donner le droit à tout citoyen d'exercer son droit le plus simple, le droit démocratique de voter. Mais malheureusement, sous nos cieux, vous en parlez tout à l'heure, il est déplorable de voir que depuis des années, la dernière décennie, ou les 2 dernières décennies, certains politiciens ont tellement manipulé la masse qu'aujourd'hui, il y a certains Ivoiriens qui ne se sentent plus concernés par la chose électorale. Pourquoi manipuler, Daouda? Mais quand je dis manipuler, c'est que, prenons le cas de la réforme constitutionnelle de 2016, où on disait qu'il fallait voter oui ou non à la nouvelle constitution. Des gens ont estimé qu'il fallait boycotter. Il ne fallait même pas aller s'inscrire sur la liste électorale. Or, pour pouvoir parler, s'exprimer, il faut déjà avoir son nom sur la liste électorale. Au nom de certains politiciens qui ont dit à leur base, à leurs militants de ne pas aller se faire enrôler, ils n'étaient pas sur la liste et on paye tous un lourd tribut pour ça. C'est ce que vous appelez de la manipulation. Pour moi, j'appelle ça de la manipulation. Parce qu'on peut ne pas aller voter, mais au moins, va t'inscrire sur la liste électorale pour que ton nom au moins soit inscrit quelque part pour le vote. Première chose. La deuxième chose, c'est que je le dis toujours aux uns aux autres, je dis, les places les plus cruelles en enfer, c'est pour ceux qui, à un moment de leur vie, ont décidé de ne pas choisir. C'est-à-dire, Daouda? Je m'explique. Et on termine avec vous. Quand il y a des élections, il y en a qui estiment qu'eux, ils ne votent pas, ça ne les intéresse pas. Mais si vous ne votez pas, ne pas choisir, c'est aussi faire un choix. Tout à fait. Quand vous ne choisissez pas, il y a une certaine minorité qui va aller choisir à votre place. Mais le fait que vous n'avez pas voté, pourquoi est-ce que vous vous arrogez le droit de commenter ou de discuter le vote des autres? Et pourtant, vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas allé voter. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, l'initiative de recensement, de révision de la liste électorale, c'est le lieu pour tous les Ivoiriens d'aller se faire inscrire et de donner leur voix. C'est ce qu'on leur demande. Gandhi Koué, l'endroit choisi était donc l'amphithéâtre de l'Institut national de formation des agents de santé, donc INFAS, dans une vaste campagne de sensibilisation des populations à s'inscrire sur la liste électorale. Comment jugez-vous déjà l'acte avant d'aller plus loin? Moi déjà, je voudrais dire que c'est juste un rappel, parce que les Ivoiriens, surtout les partis politiques ou tous ceux qui sont des acteurs en fait, à la présidentielle, savent déjà. Mais ce que je voudrais souhaiter, en fait, il ne faudrait pas que la révision de la liste électorale soit seulement l'apanage des politiques. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'impression que seuls les partis politiques appellent leurs militants
à aller se faire enrôler. Or, l'élection n'est pas qu'une affaire des partis politiques. Il y a des électeurs qui ne sont pas dans des partis politiques, qui sont d'ailleurs la majorité, mais à ceux-là aussi. C'est pourquoi je voudrais profiter, en fait... Mais là, l'appel ne vient pas pour l'instant, en tout cas des politiques. On parle de la CEI, oui, du président de la CEI. Quand la CEI le fait à l'ouverture de ce cadre-là, je pense que c'est l'occasion pour les partis politiques, en fait, d'appeler leurs militants à aller se faire enrôler. Or, ça devait être, en fait, un problème d'envergure nationale, là où la société civile devait s'y mettre. Un acte citoyen. L'acte citoyen. Par exemple, j'aurais souhaité, par exemple, que des icônes, par exemple, comme Didier Drogba, Alpha Blondy, qui sont apolitiques, puissent appeler, par exemple, les Ivoiriens à aller se faire enrôler, qui est un acte citoyen pour ma part. Donc, ce n'est pas un acte politique, c'est un acte citoyen. Donc, des personnalités de la société civile devraient emboîter le pas et dire attention, il faut être concerné, se sentir concerné. Justement. Voilà. Moi, je pense que c'est mon avis là-dessus. Très bien. Je pense que je profite là de l'occasion pour inviter tous les Ivoiriens à aller se faire enrôler, parce que c'est là que commence véritablement le choix des candidats. Merci. Élisée Boloube, est-ce que vous pensez que cette année, donc, on aura une unité d'action pour la révision de la liste électorale? Tous les partis politiques, pouvoir comme l'opposition, iront sensibiliser leurs militants à l'instar de la CEI? Bon, déjà, avant que je ne réponde à cette question, permettez déjà que Allez-y, je vous en prie. L'initiative prise depuis quelques temps par le président de la CEI et je lui ai dit tous ses collaborateurs, cette initiative-là qui vise à se rapprocher davantage des citoyens et leur parler, leur présenter l'institution et les missions de l'institution. Là, ils étaient à l'INFAS, oui, c'est ça. Mais avant l'INFAS, il a été à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il a été également à l'ENA. Et je pense qu'il y a plusieurs autres c'est une campagne de sensibilisation. Je pense que c'est une très belle initiative parce que c'est ce que souvent on demande aussi à nos dirigeants, à nos institutions, de se rapprocher plus des populations afin de permettre aux populations de maîtriser leurs différentes missions. Donc ça, je salue ça déjà. Maintenant, sur la question même de la révision de la liste électorale, je crois que c'est quelque chose qui est institué même dans le code électoral. Voilà, chaque fois, le code électoral exige même qu'il soit annuel. Mais pour des raisons que le président de la CEI a maintes fois expliquées ici, ça n'a pas été annuel. Mais je pense que ça s'inscrit vraiment dans la loi électorale. C'est une réalité. Mais moi, je veux pousser la réflexion plus loin. Au regard de toutes les polémiques et de toutes les discussions qu'on a l'habitude d'avoir, qu'on entend au niveau des chapelles politiques, je pense qu'il faut pousser la réflexion plus loin. Moi, je suis honnête. Je me dis que voici une opportunité que l'histoire nous donne d'aller à des élections qui soient transparentes, justes, équitables, desquelles on sortira vraiment avec toute la maturité possible. Il faut qu'on se donne toutes les garanties. Et parmi ces garanties-là, je pense que l'une des choses qui est fondamentale pour moi, c'est d'aller avec une liste électorale qui soit la moins discutable possible ou qui soit la plus crédible possible. Et en ce sens-là, je n'exclurai pas, ou du moins j'appellerai même au fait qu'on casse purement et simplement cette liste électorale qui existe et qu'on en appelle à nouveau le corps électoral à une réinscription pour une nouvelle liste électorale. Oui. On annule tout et on repart à zéro. Oui, parce que cette liste, à chaque fois qu'on finit de faire les élections, il y a toujours des discussions. La liste est truffée de personnes qui ne méritent pas d'y être. Le président de la CEI lui-même l'a reconnu que la liste n'est pas une liste qui soit irréprochable. Il y a beaucoup d'anomalies sur cette liste-là. Mais il a expliqué que ce n'est pas le fait de la CEI. Et moi aussi, j'entends que ce n'est pas le fait de la CEI. Mais toujours est-il qu'on est dans une dynamique de permettre que les compétitions électorales soient le moins contestées possible, se passent dans un cadre qui soit le plus apaisé possible. Et l'un des éléments pour moi, c'est la liste électorale. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se regarder franchement les yeux dans les yeux, avec beaucoup d'honnêteté et d'humilité, et comprendre qu'on peut une bonne fois pour toutes reprendre un processus qui soit le plus crédible possible, c'est-à-dire casser cette liste électorale qui existe, relancer un nouveau processus d'inscription sur la liste électorale en bonne et due forme. Tous ceux qui sont en âge de voter, qui sont majoritaires jusqu'aux autres, décident désormais de revenir sur la liste électorale et on prend les dispositions pour que ça se passe dans la transparence possible. Je reste avec vous, Élisée. Oui. Qu'est-ce qui garantirait, par exemple, que cette liste-là existante cassée, reprise donc à nouveau, pourrait apporter donc la stabilité, la paix et le satisfecit justement de tous les acteurs? Mais vous savez, Christelle, j'ai souvent l'habitude de dire sur ce plateau ici que moi je crois à la capacité des Ivoiriens, des acteurs politiques, à leur intelligence à se lever au-dessus des contingences politiques et à regarder l'intérêt national. Vous avez dit que la liste n'est pas bonne. On s'est tous convenus qu'il y a un problème sur la liste. On s'est tous convenus que la liste comporte des anomalies. On décide donc de laisser cette liste. La logique et je pense le bon sens voudrait qu'on se donne les moyens d'avoir une liste qui soit crédible. La liste la plus crédible, c'est quoi? C'est que le processus se fasse dans la transparence la plus absolue et qu'on mette au niveau de ceux qui font les enregistrements des personnes qui sont capables en réalité
de pouvoir faire les choses selon les règles de l'art. Très bien. Oui, moi je me dis On va c'est revenir possible. sur ça. Ça va nous éviter de rentrer dans des contestations qui soient des contestations inutiles. Deuxièmement, Pour si terminer, cette- Élisée. si cette proposition n'est pas forcément réalisable, je dis bien si elle n'est pas réalisable dans le cas échéant, je proposerais simplement que la période de révision de la liste soit Rallongée. soit rallongée. C'est parce que là, c'est mi-septembre et C'est un octobre. mois. C'est Oui, un mois. Je trouve oui. que c'est pas. C'est peu? Pour moi, c'est peu. Je m'appuie sur le passé, sur les expériences passées. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'on a dit qu'on allait faire la révision de la liste électorale, qu'on a mis un mois, on a toujours prorogé cette date-là. On est allé très souvent sur 2 mois, pratiquement 2 mois et demi. Très bien, Élisée. Donc je pense que sur cette base, il faut être réaliste, il faut donner une date qui soit vraiment la plus réaliste possible. Et pour moi, c'est au-delà de 1 mois. Barry, votre point important, la liste électorale sera révisée donc mi-septembre, mi-octobre. Au vu de ce qui se dégage sur le plateau, cela pourrait ne pas quand même satisfaire les acteurs politiques qui pourraient dire attention, la liste est encore ou serait encore truffée. Quelle serait la solution en réalité? Bon, en réalité, l'appréciation concernant la liste électorale dépend de la position politique de chacun de vous. C'est clair. C'est-à-dire que quand on est dans l'opposition, on est enclin à trouver des anomalies à la liste électorale. Mais lorsqu'on est On est au pouvoir, tout va bien. généralement, tout nous profite, donc on oublie un peu un certain nombre de choses. Mais ce que je puis dire, c'est que la révision de la liste électorale, c'est un acte fondamental d'un processus électoral. Parce que pour voter, il faut être inscrit sur la liste. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste, vous ne pouvez pas voter. Donc le premier pas vers le vote, c'est d'abord avoir son nom sur la liste. Une fois on a cette liste-là, en démocratie, c'est quoi? Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est déléguer le pouvoir décisionnel à un individu qui représente une institution. Donc comme il y a 29 à 30 millions d'Ivoiriens, les Ivoiriens qui sont... 3 millions de population. Population. Excusez-moi. Merci, Élisée. Les électeurs, les 8 millions qui sont inscrits sur la liste, vont décider au nom du principe démocratique de déléguer des pouvoirs de décision à un individu. Dans le cas actuel, c'est le président Alassane Ouattara qui est ce personnage à qui les Ivoiriens ont délégué le pouvoir de décider de parler en leur nom. Donc la démocratie, en réalité, c'est ça. Donc si vous ne vous inscrivez pas, demain, vous pouvez revenir dire que c'est comme ça, vous critiquez. Mais en réalité, la critique, là, vous avez la clé. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous partez voter. Alors que pensez-vous de ce qu'Élisée dit? Il faut tout casser parce que de toute façon, personne ne sera satisfait. Il faut recommencer avec tous les acteurs et aller à un processus crédible d'une refonte, pas d'une refonte, mais une destruction de cette liste-là. Et puis on en fait une nouvelle. Votre réaction? C'est une piste de solution, mais moi je pense qu'elle ne tairait pas les polémiques. Je vous l'ai dit, l'appréciation, On aurait la toujours les polémiques représentation avec, ouais. qu'on se fait de la liste électorale dépend de notre position politique. Quand on est dans l'opposition, on a tendance à trouver des irrégularités, mais demain, quand on est au pouvoir, on bénéficie d'un certain nombre de choses, on oublie un peu ces reproches-là. Les faits sont têtus en fait. Maintenant, quand on parle de listing, le processus électoral, c'est un processus perfectible. Tout est perfectible. Vous prendrez, on a vu les dernières élections aux États-Unis d'Amérique entre le président Biden et le président sortant Donald Trump. Pour le verdict, il y a des irrégularités qui ont été dénoncées en 2000. Entre Bush et Al Gore, c'était la même chose. En France, on a vu l'épisode entre Jean-François Copé et puis François Fillon, qui avait accusé Copé de fraude. Donc, tout est une question de bon sens et de socialisation politique. Plus les gens seront éduqués politiquement, plus ils comprendront que le processus électoral se résume en une seule action, c'est faire un choix entre plusieurs candidats qui se présentent à vous. Mais justement, faire ce choix entre plusieurs candidats, ils commencent déjà à être inscrits sur la liste électorale. Daouda, j'aimerais avoir votre avis sur le point d'Élysée. Il faut casser la liste. Il faut casser ça et puis repartir de zéro. Quel est votre point dessus? Et puis, on évoluera sur un autre point avec vous. D'accord, merci beaucoup. Je pense que sur ce plateau, je l'avais déjà dit, je disais que même si le CMP en Côte d'Ivoire venait organiser des élections, ce que je dis, peut-être que c'est... Il faut avoir foi aux Ivoiriens. Peut-être que c'est une caricature. Oui. Mais vous savez, Christelle, la mauvaise foi est la chose la mieux partagée en politique. C'est pas faux. Voilà. Donc, même si on cassait cette liste, parce que la liste électorale dont nous sommes en train de parler actuellement, mais les Ivoiriens l'ont hérité de qui? Ils l'ont hérité de M. Laurent Gbagbo, qui était aux affaires. Il trouvait que cette liste était bonne. On allait partir avec cette liste. En 2010, les gens sont partis aux élections avec cette liste-là. Et après, il y a eu 2015, il y a eu 2020. Il y a d'autres personnes qui sont montées sur cette même liste-là. Donc, de 2010 jusqu'à aujourd'hui,
véritablement, à part les nouveaux majeurs qui ont été inscrits sur la liste, il n'y a pas eu de changement. Mais en notable. 2018, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu N'empêche. boycott quand même de cette liste-là. Ils ont juste boycotté. Il y en a qui disent je ne vote pas. Moi, je parle de ce principe-là. Donc, je veux dire, même si on cassait la liste et qu'on envoyait même le pape pour qu'il vienne superviser le recensement, il se trouvera des gens pour dire qu'elle n'est pas bonne. Moi, sur la question, je veux dire, qu'on casse, qu'on ne casse pas, il y aura toujours des bisbilles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point où j'aimerais attirer l'attention de Juste après, l'Élysée, oui. quand il dit, il doit faire une précision dans ce qu'il a dit. Allez-y, allez-y. Il a dit qu'il fallait proroger le temps. Un mois, c'était court pour lui. Un mois, c'était court pour lui. Par expérience et pour ce que j'ai pu voir de mes deux yeux, je veux qu'on soit réaliste. Allez-y. Souvent, on a eu M. Dogou sur ce plateau ici. Deuxième vice-président. Deuxième vice-président de la CEI. oui. Et nous-mêmes, on le constate. Souvent de fois, on va dans des écoles pour aller faire des recensements. Les agents recenseurs qui sont payés par le fonds public peuvent s'asseoir toute une journée et il n'y a personne qui vient pour s'inscrire sur la liste. Mais regardons simplement les chiffres. De 2010 à 2023 aujourd'hui, quel est le corpus électoral pour la population de Côte d'Ivoire? Le corpus électoral, c'est de 8 millions. Or, en 2006, le corpus était de 6 millions. 6 millions, ouais. Donc, en 14 ans, on a pu prendre que 2 millions de personnes. Ça veut dire que, comme je le disais dès l'entame, il y a des gens qui n'aiment pas aller voter, il y a des gens qui ne veulent pas aller s'inscrire sur la liste. D'autres qui sont découragés un peu Il y en a qui sont de la découragés. politique. Donc, même s'il arrivait qu'on prenait 6 mois, 7 mois, 10 mois pour faire ce recensement-là, il se trouvait des gens qui n'iront pas se faire inscrire sur la liste électorale. Or, c'est de l'argent public qui est engrangé dans cela. Mais dans tous moi, les cas, je veux oui. dire simplement, soyons réalistes. Même si on le tirait, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Pour moi, il faille que les hommes politiques qui, aujourd'hui, composent la CEI, parce que la CEI, aujourd'hui, souffre de... Le verre est dans le fruit, en fait. Le verre est dans le fruit. Dans le fruit. Et qui Parce que représente le verre, Daouda? c'est tous ces partis politiques qui sont représentés aujourd'hui à la CEI. CEI. C'est eux qui nous créent tous ces problèmes-là, finalement. Très bien, écoutons. Et moi, pour moi, Oui. je veux dire, tant que c'est eux qui seront les représentants, parce que s'ils ne sont pas véritablement des acteurs de la société, qu'ils vont à la CEI pour aller défendre Et ensuite bec et ongle leur parti politique, je parle de tous les partis politiques, on ne va jamais s'en sortir. Avant que, rapidement, Élisée Bouloube, Daouda estime qu'un mois, il a dit, et on était tous témoins, le vice-président de la CEI, le deuxième vice-président de la CEI, il a dit, les agents sont là, il n'y a personne, les gens traînent le pas. Un mois après, vers la fin du mois, on va commencer à affluer vers ces sites-là, on va proroger. Est-ce que c'est ça véritablement la solution? Mais quand je parlais tout à l'heure, peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi. Allez-y. Je dis que je parle sur la base d'une expérience. Allez-y prendre tous les décrets qui ont été pris pour ouvrir officiellement la révision de la liste électorale. Regardez les périodes. Depuis 2015 jusqu'à maintenant, on a toujours prorogé. C'est-à-dire qu'on a toujours donné un délai d'1 mois, mais on a toujours prorogé. Qu'est-ce qui a motivé qu'on proroge à chaque fois? Parce que La révision des listes. Qu'est-ce qui motive qu'on proroge à chaque fois? La révision de ces listes. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est dit non, on veut donner le maximum de chances aux citoyens de Tout à fait, pouvoir ouais. se faire recenser. En 1 mois, le temps de sensibiliser certaines personnes, le temps que d'autres personnes se décident à aller, Et l'information, on oui, suppose tout que ça. non, il faut qu'on relance. Donc, moi, je me dis que c'est une question juste de logique. Hein. Si, sur 3 processus, 4 processus, on a toujours été amené à proroger, pourquoi pour le 5e processus, on ne décide pas carrément de mettre un temps qui soit le temps raisonnable depuis les 4 fois? Très bien. C'est sur cette base que moi c'est vraiment une question de logique, quoi, Très en bien. fait. Koué, alors, on est à pratiquement 15 mois des élections. Est-ce qu'on a le temps véritable de pouvoir la casser, cette liste-là, et de repartir de Oui, zéro? mais en fait, ce que je voudrais dire sur de repartir à zéro concernant la liste électorale, je pense que c'est toujours la même équipe. Parce que quoi qu'on dise, c'est la même équipe de la CEI qui a fait cette liste. Donc si on doit recasser à zéro, ça pose le problème des acteurs de la CEI. Et comme on le dit, les gens ne le disent pas peut-être ouvertement, mais le problème aujourd'hui de la CEI, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le travail. Parce que quand on fait par exemple le recensement, ou bien quand on fait la révision de la liste électorale, on demande aux uns aux autres de voir... Daouda estime que ce sont les politiques qui Oui, sont à non, l'intérieur. au-delà même des politiques, oui, c'est au-delà même des politiques. Je vais parler des acteurs, parce que quand on est politique, on rentre à la CEI, on a prêté serment, du coup, on a une certaine neutralité. Mais les acteurs, parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas confiance aux acteurs, c'est-à-dire aux principaux acteurs de la CEI. Lesquels? Je vous dis, ça commence par exemple par le président. Parce qu'on Pourquoi ils n'ont pas confiance au président? Oui, non, ça commence de la politique, c'est quoi? On a vu au temps de Laurent Gbagbo que la CEI était dirigée par le camp adverse.
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le véritable problème de la CEI, c'est au niveau de sa récomposition pour la neutralité. Je veux pas un mot. Oui, allez-y. Certains, par exemple, avaient proposé que ça soit une CEI, en fait, si je peux appeler, d'un camp, le camp présidentiel, et d'un camp, l'opposition. C'est-à-dire, comme on le dit, fit-fit, c'est-à-dire 50-50. 50-50. Voilà. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on a l'impression que même dans la commission centrale, c'est-à-dire que tous ceux qui sont à la CEI, en fait, ils sont plus impensants du côté de la majorité présidentielle. Même quand on va au niveau local. Donc, du coup, ça pose le problème de la CEI. Ce qu'il faut faire aujourd'hui pour la proposition, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour la proposition. Oui, je le dis. Il termine et puis vous allez réagir. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, je pense que ça soit la révision ou pas, c'est les gens, les premiers acteurs de la CEI doivent en fait donner en fait des marques de confiance, rassurer la population. En faisant quoi, par exemple? En faisant, par exemple, le président de la CEI, je pense qu'on gagnerait, par exemple, à responsabiliser l'opposition, quoi qu'on dise. Pourquoi le premier vice-président, par exemple, n'est pas de l'opposition? Pourquoi le porte-parole n'est pas de l'opposition? Du coup, ça équilibre, parce que dès qu'ils n'ont pas les premiers rôles, les premières responsabilités, je pense que c'est ça qui crée la confiance. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Alors, bon, moi, je vais laisser Barry réagir, ensuite Daouda, et puis Élisée. Allez-y, Barry. Non, moi, j'entends tout le procès que les gens font à la CEI. Il dit par exemple que le président aurait pu être de l'opposition. C'est ce que le Koué dit. Le président n'est pas de l'opposition, mais la société civile, il vient du Conseil national de la magistrature, sauf erreur de ma part. Ce n'est pas un membre du parti présidentiel. On a essayé plusieurs solutions, mais le principal problème, c'est un problème d'éducation démocratique. Est-ce que les gens sont prêts à accepter que les élections, c'est un jeu, c'est une compétition où on va pour avoir le suffrage universel ou en tout cas perdre. On peut perdre comme on peut gagner. Quand on a ce principe-là en tête, on n'a pas de suspicion. Il n'y a pas de suspicion. Mais vous allez prendre lui-même et mon frère Gandhi, on le met là-bas, ils vont trouver, ceux qui sont de l'opposition trouveront toujours qu'il sourit bien au président Ouattara, donc il est là-bas, vice-versa. Si vous mettez un gars de l'opposition à la tête, le parti au pouvoir dira qu'il complote avec ces gars de l'opposition, on ne va pas. On ne sera jamais satisfait, c'est une question de confiance. Oui. La question de confiance se pose où? Les gens ne se font pas confiance entre les acteurs politiques. Parce que chacun sait que l'autre use souvent de ruses pour mieux se positionner. Et ça, c'est la réalité du jeu politique. On va beau pointer du doigt la CEI, tant qu'on ne se pose pas les vraies questions. Pourquoi on va à une élection? Pourquoi on vote? Quelle est la portée du vote pour chacun des électeurs? Voici les bonnes questions. Quand vous avez ça, il n'y a pas de suspicion en fait. Écoutons Daouda qui souriait lorsque Gandhi Koué prenait la parole. Allez-y, Daouda. Non, je souriais quand Gandhi parlait parce que... Pourquoi, Daouda? À la vérité, comme lui, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui en fait ne connaissent pas la composition de la CEI. Allez-y, rappelez. La commission centrale, quand on regarde après le président, le parti au pouvoir a 4 représentants. L'opposition en a 5. La société civile en a 6. La magistrature, elle en a 1 et autres. Donc, quand tu regardes tout ça, donc techniquement, si on veut regarder par forme arithmétique, l'opposition même est majoritaire que la majorité présidentielle. Vous voyez un peu. Et donc, ça pose un véritable problème, en fait, de connaissance de la... Est-ce que ça vous satisfait, Gandhi? Là, il y a problème. Non, ce n'est pas le cas. Je vous donne un exemple. Allez-y. Qui choisit les éléments de l'opposition? Les éléments de l'opposition qui ont été choisis, qui les a choisis? Vous prenez, par exemple... Les partis? Les partis? Oui. Vous prenez, par exemple... Monsieur Demba a été choisi par qui, par exemple? Attendez. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Quand je parle des partis de l'opposition, vous prenez la dame, comme elle s'appelle, qui est à l'Assemblée... Comment on appelle? J'oublie son nom, là. La dame qui était au PDCI, qui a été représentée, j'oublie son nom. Vous prenez Doumbia Major, qui l'a choisi? Vous prenez la société civile. Répondons même à la question. Oui, mais justement, c'est le gouvernement qui choisit. En fait, je veux dire, il y a toujours des... Attendez, je vous explique. On l'écoute et on réagit. Qui choisit, en fait, ce qu'on appelle... Vous dites que c'est le gouvernement qui choisit les personnes de l'opposition. Vous prenez les gens de la société civile. Gandhi, qui les choisit? Tu es en train de te tromper lourdement sur un plateau de télé. Non, mais je ne me trompe pas, j'ai mes arguments. On le laisse couler et s'il se trompe, vous allez corriger. Allez-y, allons-y. Qui choisit, en fait... Vous dites que c'est le gouvernement, c'est ce que vous dites? Oui, qui choisit les gens de la société civile? C'est le gouvernement qui choisit, non? Waouh. Le gouvernement choisit... Écoutons Élisée. OK. Non, je pense qu'on ne peut pas laisser Gandhi continuer à dire ça parce que c'est très loin de la vérité. Corrigez un peu. Voilà, c'est pas juste. La composition de la CEI, comme il s'appelle, Daouda a essayé plus ou moins de donner un peu l'ossature de la composition de la CEI. Mais pour ce qui est des représentants au niveau de la CEI, c'est les partis qui choisissent
leurs représentants. Le PPACI, aujourd'hui, est représenté par M. Demba Traoré, a été choisi par le PPACI. Le PDCI a son représentant qui a été choisi par le PDCI. Le FPI a son représentant qui est M. Dogou, qui était ici sur le plateau il n'y a pas longtemps. Deuxième vice-président. Qui est deuxième vice-président. Tous les partis choisissent leurs représentants. Et comme il a dit, si on veut regarder en termes arithmétiques aujourd'hui, l'opposition a 6 représentants à la commission centrale, quand le parti au pouvoir en a 5. Et puis, il y a les acteurs de la société civile. Aujourd'hui, on compte 19 membres à la commission centrale. Très bien. Tout le reste, c'est la société civile. Et La magistrature, qui a un grand Gandhi. parti. Voilà le point en réalité. Je pense que je ne Oui. me suis pas fait peut-être Comprendre, éclairer nos comprendre. mémoires, Chaque éclairez nous du moins. politique choisit son représentant. Oui. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui Non, choisit les partis. je finis. Très Je bien. finis. Chaque parti politique, chose. Sous quel couvert, par exemple, je donne un exemple. Oui. Sous quel critère c'est Doumbia Major qui a été choisi parmi les partis de l'opposition? Je donne un exemple. Sous quel critère? De quelle opposition? De quel parti? Quel parti de l'opposition? Mais Doumbia doucement, Major Élisée. est à l'Assemblée, il est aux choses, comment on appelle? Il est à la titre CEI. de qui? Au titre d'un parti politique. Lequel? Son Justement. parti politique. Lequel? Est-ce que son parti politique est un parti d'opposition? Oui. Et ce parti d'opposition-là, qui a la légitimité, mais qui dit que c'est-à-dire que de quel droit, ou bien sous quel critère il a été choisi en tant que parti d'opposition? Je donne par exemple le cas du PDCI. Le PDCI, je dirais par exemple, c'est un parti significatif parce qu'ils ont par exemple des représentants. Le PDCI, comme le chose, comme on appelle le PPACI. Mais en fait, les autres qui n'ont pas de représentants à l'Assemblée nationale, qui n'ont aucune représentativité, qui les choisit? C'est là Sous où quel vous voulez en critère? venir. Est-ce que je peux Oui, poser justement. une question Attendez, simple? attendez, on va Henriette Lagou, Oui. qui l'a choisi? Sous quel critère Henriette Lagou est choisi? Gandhi, tout- Henriette Lagou, elle représente quoi dans le paysage politique? Gandhi, ivoirien? Gandhi, tout Parce que doucement. C'est ce que je veux dire en fait. Tout doucement. C'est là que je voulais en venir. D'accord. En disant des partis politiques de l'opposition sont choisis par le gouvernement. C'est de ça que je parle. Sous quel critère Henriette Lagou est choisie dans, Bon, alors pour dans bien la comprendre, CEI? Gandhi, non, tout doucement, Barry, Gandhi, pour bien comprendre, vous dites les partis d'opposition qui devraient être choisis devraient être des partis d'opposition significatifs. Merci. C'est ça votre point, C'est ça mon point. Daouda. Merci beaucoup, Christelle. Les partis d'opposition qui doivent être choisis doivent être des partis significatifs. Monsieur Alain Degou est représentant du FPI. Le FPI n'a gagné ni sénatorial, n'a gagné ni régional, n'a même pas de député aujourd'hui pratiquement à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont été laminés lors des dernières élections. Donc finalement, sur quoi tu te fondes pour dire qu'un parti est plus représentatif qu'un autre parti? Moi, on va sur cette base-là. Le FPI aujourd'hui n'a rien. Pourquoi le FPI a un représentant et pas un autre parti? Posons simplement moi je pose simplement la question à Gandhi pour comprendre. Le FPI a un député qui s'appelle Pascal Afingessa. Le parti. Non, il a posé une question. Oui, Je veux dire mais que allez-y, si allez-y. c'est une donnée insuffisante, c'est au moins une donnée. Le FPI a un député au niveau de la nation qui s'appelle Afingessa. Contrairement à Henriette Lagou, qui n'a pas de député, qui n'a rien. Bon, donc vous Et qui, dites par le passé- voilà. En fait, le problème, c'est quoi? Qui aujourd'hui est habilité à choisir les partis qu'on appelle les partis On a compris d'opposition son point, en hein. fonction On va pas- des on va données tergiverser là-dessus. antérieures qu'ils ont. Voici le Très débat bien. que je dis. Il Parce que est- le problème, oui, c'est quoi? C'est bien facile de dire aujourd'hui qu'il y a des partis, chaque parti choisit son représentant. Mais les partis non significatifs, qui les choisit au Qui n'ont dernier pas de moment? représentants à Merci, l'Assemblée qui les nationale, choisit? selon vous, ne devraient pas être là-bas. Voilà. Son point. Et c'est son point de vue. On ne va pas tergiverser là-dessus. Alors, allons-y, Barry. Non, moi, je suis très à l'aise avec ce qu'il dit. Hein. Je le comprends parfaitement. Je vois où il veut en venir. Oui. Mais ce que je veux dire à mon frère, c'est qu'il ne faut pas qu'il oublie ce qu'on appelle le dialogue politique. La CEI, toutes les réformes qui ont été faites après un dialogue politique. Et les acteurs qui vont à ce dialogue politique-là, il y a des coalitions de partis. Certainement, c'est au sein de ces coalitions de partis-là que Les Mme représentants Henriette sont Lagou choisis. et M. Doumbia Major ont été proposés. Mais dire que c'est le gouvernement qui choisit les partis d'opposition... Donc là, il a corrigé. On ne va pas revenir là-dessus. Non, mais si on m'avait écouté, je finis. Si on m'avait écouté, Permettons, il termine. Il termine. Mais c'est bon qu'il corrige. Donc, il faut qu'ils prennent ça en compte. Il y a une loi qui est là. Les partis politiques, là, ceux qui critiquent la CEI pour des raisons électoralistes. Moi-même, à leur place, je peux me permettre de dire que la CEI n'est pas équitable. Mais comme je l'ai dit, la loi qui encadre, à chaque fois qu'on a modifié, le PPACI a eu son représentant quand? Je crois que c'est après, à la veille des élections législatives de 2021 que le PPACI a eu son représentant. Et ça, c'est au bout de quel processus? Du dialogue politique. Du dialogue politique. Très bien. Donc, c'est au sein des dialogues politiques, c'est aux acteurs politiques eux-mêmes de nous éviter un certain nombre de confusions. Parce que, à la CEI, là, la société civile ne pose généralement pas de problème.
les représentants de l'administration, ils sont, je ne dirais pas irréprochables, toujours mais les ils posent partis moins de politiques, problèmes. c'est cela. Mais c'est entre eux les acteurs politiques, parce que c'est eux qui compétissent pour le pouvoir. bien, Barry, merci Et ils ne beaucoup. se font pas confiance. Merci beaucoup, Barry. On Barry, termine est-ce sur que ce c'est point. parce Non, vous n'avez pas la parole. On termine sur ce point avec Élisée, on Non, passe à autre je chose. pense que pour comprendre toute cette histoire, il faut repartir déjà dans le contexte. Dans quel contexte cette CEI-là, je vais dire, les nouveaux acteurs de la CEI sont mis en place, notamment avec le président. C'est dans quel contexte? C'est dans un contexte où nous sommes en train de partir en 2020, où il y a une scission qui s'est créée au niveau de la coalition présidentielle et où le Premier ministre d'alors, paix à son âme, Amadou Gon, décide d'initier un dialogue politique, à l'issue duquel des acteurs politiques décident donc d'avoir des représentants. Quand on y va, PPACI n'existait pas, mais EDS qui existait décide de se mettre à l'écart parce que pour eux, ils ne se sentent pas concernés par tout ce qui se passe. Ouais. Le PDCI même, qui était dans une se décide de se mettre donc à l'écart. Sur cette base-là, les acteurs qui ont participé au dialogue politique s'étant réunis ont décidé que voilà ceux qui représenteront l'opposition. Ils décident donc d'envoyer ces membres-là. Pascal Affi-N'Guessan, qui n'était pas dans une dynamique de boycott, envoie donc quelqu'un du FPI qui y reste, qui demeure. On va donc à la composition de cette CEI. Dans le fonctionnement de cette CEI et le dialogue politique se poursuivant, on arrive à certains accords à nouveau. Et à la suite de ces accords-là, le PDCI décide donc de rentrer dans la CEI. On remodifie la loi qui existait déjà, on fait rentrer le PDCI. On poursuit le dialogue politique sur le Premier ministre Patrick Hachi. Et le PPACI décide de venir dans la CEI. On remodifie les tests à nouveau. Très bien, Élisée. Tout comme pour dire que nous, les Ivoiriens, notre avis ne compte pas. Hein. Tant que les personnes sont d'accord, on avance. On modifie les tests à nouveau, on fait rentrer le PPACI. Voici le contexte qui explique qu'on se retrouve avec cette configuration. Donc ce n'est pas en fait une décision. Ce n'est donc pas une décision en fait du président du parti au pouvoir de choisir ses interlocuteurs. Donc ça, non, c'est important quand même qu'on le reprécise en fait pour que tout le monde comprenne la chose. Mais je reste pertinemment convaincu, comme il le disait en entame de ses propos, que pour moi, comme je l'ai toujours dit ici, peut-être qu'il faut qu'on arrive à une CEI composée, de laquelle est extirpé vraiment les acteurs politiques. Ça va nous aider, nous tous, et ça va éviter toutes ces suspicions qui ne cessent d'envenimer la situation politique. Pour repartir au ministère de l'Intérieur. Très bien, on ne va pas ouvrir un débat, on ne va pas ouvrir un nouveau débat, pas du tout, pas du tout. On parle politique, on reste encore en politique, on reste en politique cette fois-ci, on sort de la liste électorale et on va justement au rendez-vous du RHDP. Messieurs, nous annoncions la semaine dernière, les semaines passées, que le RHDP donc, aura une tribune d'information aux populations à l'effet de leur dire un peu, voilà, qu'est-ce que le gouvernement a fait et comment est-ce qu'ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour les populations ivoiriennes. Donc au nouveau rendez-vous des rendez-vous du RHDP, nous avons donc le porte-parole principal, le ministre d'État Adjoumani Kobenon, qui a animé une thématique, Daouda. Et la thématique, c'est pourquoi le RHDP va gagner les élections de 2025. De tout de gros, lorsque la thématique est apparue, certains ont dit « Oh, mais c'est assez audacieux, comment on peut annoncer, comment on peut dire ce genre de choses ?» Bref, j'aimerais avoir vos différents avis. Commençons par vous, Gandhi Koué. Réaction par rapport à cette thématique. Pourquoi le RHDP va gagner les élections de 2025 ? Sur quoi se base-t-il selon vous ? Le RHDP se comporte comme un bon premier de classe. Le premier de classe tend à maintenir sa moyenne. Quand on est premier, on est sous pression. On ne cherche pas à être deuxième, on maintient en fait. Et déjà, je pense que les résultats, le bilan du président de la République est parleur. Et quand on se base déjà en fait sur la division qui règne au sein de l'opposition avec l'émiettement, parce qu'aujourd'hui l'opposition peine à en fait se rassembler, peine en fait à se construire en fait autour de quelqu'un, mais autour d'un programme commun. Au niveau, il y a l'appel de Bondois entre-temps. Oui, mais il n'est pas, c'est juste un appel, il n'est pas encore matérialisé. Mais à l'heure actuelle, quand on se base en fait sur les actions du président, en fait, sur en fait ce qu'on voit en face de l'adversaire, donc le RHDP se comporte comme un bon premier qui rassure ses militants. Et puis au-delà de ça, c'est de la communication politique, en fait, maintenue pour dire en fait qu'il n'y a personne en face pour parler comme l'autre. Voilà. Donc c'est de bonne guerre. C'est un RHDP qui est assuré, qui a un leader aussi charismatique, le président de la République. Donc c'est tout à fait normal. Daouda, pourquoi le RHDP va gagner en 2025 ? Thème donc des rendez-vous du RHDP justement. Est-ce que vous trouvez la thématique un peu audacieuse où ils savent sur quoi ils comptent pour gagner en 2025 ? Bon, si je m'appuie sur les propos de M. Adjoumani, je pense très bien qu'il dit les choses de façon claire. Ils ont pour eux 5 éléments principal
comment on appelle ça, fondamentale en fait, qui fait qu'ils vont gagner les élections en 2025. Déjà, ils passent sur la carrure et le leadership d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, que ceux qui l'aiment ou ceux qui ne l'aiment pas depuis des années, aujourd'hui, ils se sont tous rendus compte que le monsieur a un leadership très fort. La deuxième chose, ils partent sur leurs performances et les résultats des élections en mi-mandat. Et je pense que, je le disais ici hier comme avant-hier, le résultat est éloquent. Aujourd'hui, sur, qu'on appelle ça, 26, sur 31 régions, ils en ont 26. Sur 201 communes, ils en ont 125. Sur 225 sièges à l'Assemblée nationale, ils en ont 168. Donc sur cette base-là... Sur cette base, ils estiment qu'ils vont gagner. Mais au-delà de ça, je pense que le RHDP, Gandhi en parlait, c'est le premier des classes, et ils démontrent par leur organisation et leur gouvernance qu'ils sont prêts à gagner et à ne rien lâcher à l'opposition. Si vous avez raté les rendez-vous du RHDP, élément magnéto pour vous. Nous n'allons pas faire du tapage sur quelque union que ce soit. Nous sommes déjà unis. Parce qu'au sein du RHDP, on est nombreux à quitter le PDCI pour y être. Donc nous, notre rassemblement, notre union est déjà faite. L'UDPCI est là, le MFA, le RDR, le PIT. C'est ensemble que nous sommes venus constituer le RHDP. Donc l'union dont il parle là, nous, on l'a déjà. Or, lui-même, il n'a pas pu faire l'union de sa propre famille. Et puis il va parler d'union d'ailleurs. Et puis vous pensez que Thiam va se laisser aller avec Gbagbo? Mais qui va être le chef de l'opposition? Gbagbo est minoritaire. Dans l'opposition, c'est celui qui est représentatif qui doit lancer des appels. Mais si vous avez vu sur un journal, quelle était la position de Gbagbo quand il tendait la main? Il a fait ça. Il n'a pas tendu la main. Il a fait des coups de poing. Vous n'avez pas remarqué? Sur un journal, j'ai vu, on dit Gbagbo tend la main et puis il fait ça. Venez, je vais vous boxer. Vous allez voir. Merci beaucoup. Alors, Élisée Boloubeu, réaction vis-à-vis donc des propos du porte-parole adjoint du RHDP. Oui, le porte-parole est toujours égal à lui-même. Mélange, satire, humour et puis quelquefois aussi des paroles très, très piquantes. Mais pour revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, ou du moins à votre question, celle de savoir si ce n'est pas prétentieux de tenir de tels propos. De prime abord, on pourrait le dire ainsi, mais je pense que ça s'inscrit dans dans une communication politique. C'est ça. Voilà, depuis quelque temps, le RHDP est une dynamique de marteler au maximum qu'ils ont tous les atouts pour pouvoir être élus en 2025. Et je pense qu'ils resteront dans cette dynamique. Mais c'est normal pour un parti qui est au pouvoir, parce que l'objectif ici, c'est de dire que c'est de brandir un bilan. Et je pense que sur la question du bilan, on pourra peut-être ne pas être partisan ou inférieur du RHDP, mais je pense qu'ils ont quand même des éléments qui militent en leur faveur sur la question du bilan, qui peuvent quand même être brandis et présentés aux populations, même si on est unanime qu'il y a beaucoup qui reste à faire, parce que tout n'est pas du tout parfait, mais il y a quand même des choses qui ont été réalisées et qui, pour moi, peuvent être brandies. Maintenant, après, je pense qu'ils sont très conscients. Quand vous écoutez Adjoumani qui vous dit que qui va diriger l'opposition parce que Thiam est là et autres, tout ça, c'est une manière implicite de dire que on entend ou on écoute ou on est en train de regarder qu'est-ce que cet appel de Bono-là va donner. Est-ce que ça va permettre une coalition? Si éventuellement ça permet une coalition, ça veut dire que la tâche risque d'être ardue. Avec cette image qui voilà, la tâche risque d'être ardue. Très bien. Barry, l'hégémonie du RHDP déclarée par rapport à ce thème, à travers ce thème-là? Non, c'est clair que le RHDP est sur une dynamique de victoire depuis 2010. Et pour moi, 2025, le RHDP a décidé de se lancer. Voilà, les rendez-vous du RHDP, ce n'est pas fortuit. C'est une manière d'occuper la scène médiatique chaque mercredi. En 15, pardon, les mercredis en 15 pour parler du projet. Ils ont avec eux le scoring électoral, ils ont avec eux le bilan macroéconomique du président Ouattara. Ils ont avec eux la dimension de l'homme, le charisme. Et naturellement, M. Adjoumani ne manque pas toujours d'humour
et de satire quand il s'agit de lancer des pics à l'opposition. l'opposition, Donc très la bien. politique, c'est un jeu. Il faut le retenir, il faut toujours le répéter aux gens. Merci beaucoup. Restez en notre compagnie. La deuxième partie s'annonce intéressante. On parlera donc de ce monde qui bouge, le nouveau monde qui bouge. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour cette seconde partie de ce temps d'antenne. Nous accompagne sur ce plateau M. Azouma Tête, directeur exécutif de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Avec lui, on parlera justement de stratégie, comment l'Afrique se positionne-t-elle dans un monde qui bouge. Avant la thématique, il y a deux images qui font la une en ce moment sur les réseaux sociaux. Nos amis sur le plateau, il s'agit donc de Charles Blé Goudé qui a fait un post, le regard sur la mer. Et puis, on a aussi le poste du président du GPS, donc le président du COGEP et du GPS qui font donc en ce moment la une. Au niveau du COGEP également, non, du GPS, on a un autre proverbe. C'est proverbe contre proverbe. Je pense qu'il y a un qui part de l'eau et il y a un autre qui part de l'âne. Enfin bon, Daouda, est-ce qu'on peut avoir un point de situation? Merci beaucoup. Pour ce qui concerne, en fait, je vais me permettre de faire un seul commentaire sur celui de Charles Blé Goudé. J'ai vu la métaphore de Charles Blé Goudé concernant, il dit que la vague qui vient de loin pour troubler la vie sur la rive, je paraphrase, vient de très loin. En fait, c'est une interprétation métaphorique pour dire que les événements et les changements majeurs qui bouleversent notre vie, généralement, ont des origines lointaines. Pourquoi un tel proverbe dans un tel contexte? Bon, moi, de mon point de vue, je vais dire que sûrement le président du COGEP, Charles Blé Goudé, quand il regarde l'écosystème politique, quand on regarde les dernières sorties, que ce soit au niveau du PPACI, ce que tu aimes si bien appeler l'appel de Beaunois et autres, sûrement, je me dis qu'il fait allusion à ce fameux appel-là. Très bien. Donc, sûrement que le Blé Goudé qui dit chaque fois que 2025 ne se fera pas sans moi, sûrement, il se dit, on ne me voit pas, on ne me regarde pas, on ne me calcule pas, mais c'est moi qui viendrait troubler votre sommeil en 2025. Écoutons un peu l'interprétation de Gandhi Koué. Bon, en fait, ce que moi je voulais dire d'abord, c'est que Blé Goudé et Soro Guillaume, qui sont des anciens leaders estudiantins, en fait, ont tendance chaque fois à parler par des proverbes. Mais pourquoi ils le font? Et on a l'impression, c'est que chaque fois, ils répondent en fait de façon subtile à ce qu'on peut appeler leur père. Voilà, quand on voit Charles Blé Goudé donner un proverbe, automatiquement, on pense à une réponse subtile au président Laurent Gbagbo. Pareil pour Soro Guillaume. Chaque fois qu'il fait un proverbe, on a tendance à croire qu'il répond au camp présidentiel. Donc, c'est ce que les uns et les autres pourraient penser. Oui, mais justement, puisque c'est d'actualité. Aujourd'hui, l'actualité, après l'appel du président Laurent Gbagbo, avec la réaction des partisans ou bien des responsables du RHDP, aujourd'hui, il y a Charles Blé Goudé qui tient un proverbe. Donc, chacun essaie d'expliquer à sa façon. Mais ce que je peux dire, concernant déjà Soro, vous savez déjà que Jeune Afrique a écrit un article où il a été dit qu'il est très malade. Et déjà, chaque fois qu'il est accusé de quoi que ce soit, il réapparaît pour dire en fait qu'il est là, malgré toutes les accusations qu'on pourrait croire. Et il prend le symbole de l'âne. L'âne qui est considéré en fait régulièrement comme quelque chose d'idiot, quelque chose d'idiote. Et il veut répondre à ses détracteurs pour dire, en fait, contrairement à ce qu'on peut pouvoir croire, je suis là, je vis bien et apparemment, je vais bien, je ne suis pas malade. Mais celui qui est malade, c'est plutôt ceux qui... Mais dans certaines cultures, l'âne est synonyme de sagesse. Oui, mais dans le cas... Dans le cas, selon vous, c'est de l'autre côté, en fait. Justement. Très bien. Barry, votre point. Je pense que ce soit Charles Blé Goudé, que ce soit Soro Guillaume, c'est des gens qui nous ont habitués à des proverbes. Maintenant, par rapport au contexte, naturellement, les proverbes peuvent interpréter ça et là. Ce que je note chez Charles Blé Goudé, c'est qu'il a toujours dit que tôt ou tard, il parlera à son père, le moment venu. Et je pense que là, aujourd'hui, le père ouvre les bras. A ouvert ses bras. Et dans l'ouverture, le président a dit quelque chose Daouda, s'il vous plaît. Très important. Oui. Il dit que je vais dire à mes collaborateurs de ne pas bloquer les gens qui viennent vers nous. C'est un message très important. Ted, avec vous? Je pourrais dire que c'est un dialogue entre initiés. Initiés à quoi Mais entre les initiés du proverbe. Voilà. Donc, ils se comprennent certainement, mais pas nous. Ah d'accord, très bien. Élisée, est-ce que vous comprenez donc le langage des initiés, de ces initiés-là? Je tenterai d'y apporter une explication selon mon entendement. Allez-y. Voilà, quand Charles Blé Goudé dit la vague d'eau, c'est exactement ce qu'il dit, qui vient bouleverser la vie sur la rive, se forme loin en mer. Je pense que c'est une manière de dire
que quand on a une vision, quand on a une ambition, on prend le temps de se préparer afin de réaliser cette ambition, de réaliser cette vision. Et ça rentre dans, je vais dire, l'ambition qu'il a, cette ambition qu'il ne cesse d'évoquer à chaque moment, cette ambition-là de gouverner la Côte d'Ivoire suppose de sa part qu'il doit se préparer pour pouvoir atteindre cette ambition. Quant à Soro Guillaume, avec ce qu'il a dit, n'est pas Anne qui on croit, n'est pas certainement Aigroutan qui on croit. On sait que l'actualité ces dernières heures, à travers Jeune Afrique, c'était qu'il était souffrant, qu'il serait malade et tout ça. Oui. Voilà, à travers ça, je l'entends dire que vous vous trompez certainement de celui que vous pensez être malade. Ce n'est pas moi que le malade, il est peut-être ailleurs. Voilà, donc c'est ce que je pourrais peut-être ressortir de ces proverbes-là. Très bien. Dans tous les cas, ces deux leaders-là nous habituent, nous ont habitués à ce style de langage, des proverbes. C'est clair qu'avec la politique qui avancera, évoluera, on aura encore d'autres proverbes. Daouda, rapidement, pourquoi est-ce qu'il parlait? Vous avez commencé à répondre. Non, c'est Barry qui parlait d'ouvrir ses bras. Oui. En fait, j'ai vu dans une coupure de presse, quand il a parlé d'ouvrir ses bras, le titre de la coupure de presse m'a fait sourire. C'était quoi comme coupure? Il disait qu'il coupure? a ouvert ses bras, mais il n'a pas tenu sa main. C'est ce qui m'a fait sourire. Très bien, c'est bien noté. Alors, messieurs, dames, du moins, messieurs, dames, il n'y a pas de dames ici. Mais en tout cas, chers téléspectateurs, oui, je suis la dame, pourquoi pas. Assistons-nous aujourd'hui à une nouvelle hiérarchisation du monde. La Russie qui continue de pousser ses pions et sa stratégie en Afrique. L'Europe et ses formes d'influence qui, peut-être, n'ont plus pignon sur rue en Afrique. Comment l'Afrique, notre continent bien-aimé, se positionne dans un monde qui bouge? Voici la thématique que nous allons donc débriefer avec M. Ted Azuma, je rappelle qu'il est directeur exécutif de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Alors, M. Azuma, la question elle est simple. Comment l'Afrique se positionne dans ce monde qui bouge? La Russie, l'Europe, les États-Unis, les continents, les pays africains qui étaient la chasse gardée à l'époque de la France, qui ont ouvert leurs bras à d'autres puissances. Votre réaction? Alors, ces bouleversements sont une chance pour l'Afrique. L'Afrique doit saisir cette opportunité de mutation, de changement pour se positionner et puis installer effectivement les bases de son développement. Alors, regardez ces changements et ces mutations comme des événements dangereux, ce ne doit pas être le cas. Vous voyez, par exemple, tous les pays, la Russie qui vient en Afrique, vous voyez les BRICS qui sont en train de bouger, au niveau de la Chine également. Les États-Unis, insidieusement, se réinstallent à la place de la France dans certains pays où la France est partie. Il y a un nouveau dialogue qui est en train de se mettre en place. Une nouvelle hiérarchisation du monde. Une nouvelle hiérarchisation. Et l'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique, dans quelques années, va avoir une population importante. L'Afrique est gorgée de ressources naturelles importantes. L'Afrique est encore vierge. Donc l'Afrique est une opportunité pour le monde, est une chance pour le monde, et les mutations actuelles qui se posent sont une chance pour l'Afrique. C'est le moment de saisir ces opportunités et de permettre donc à l'Afrique de se repositionner sur l'échiquier international. Avant de passer la parole donc à mes amis, vous avez dit la Russie qui vient. Pour certains, la Russie revient en Afrique. Oui, bien sûr, la Russie revient en Afrique. Depuis un certain temps, on a l'impression que la Russie vient d'arriver en Afrique. Non, les relations entre la Russie et l'Afrique sont vieilles. On peut aller jusqu'au XVe siècle. Entre le 15e et le 19e siècle, il y a eu un commerce important entre la Russie et l'Afrique. Il y a eu un dialogue important entre des explorateurs russes et l'Afrique. Il y a eu également beaucoup de Noirs qui sont allés en Russie. Je dois, quand on arrive au XXe siècle, souligner par exemple qu'à Moscou, l'université Patrick Lumumba a été créée le 5 février 1960. C'est vieux, mais avant ça, il y avait déjà des Russes auprès de Ménélik II. En Éthiopie. Oui. Voilà, les Russes étaient aussi déjà là au Maroc, ils étaient en Algérie, ils étaient en Libye, ils étaient en Égypte. Ils sont descendus un peu souvent jusqu'au Congo. Vous allez en Russie, vous avez l'un des plus grands écrivains au monde,
Alexander Poutkin, Oui. qui est descendant de Noirs. Les stars ont eu beaucoup de femmes noires. Donc l'Afrique n'est pas à un nouveau rapport avec la Russie. Très bien. Voilà. Daouda? Moi, je vous ai écouté, M. Azouma, c'est que vous dites que l'Afrique est l'avenir du monde. Les mutations actuelles sont une bonne chose pour... Une chance pour Une l'Afrique. chance pour l'Afrique. De mon point de vue, j'ai une petite inquiétude. C'est qu'aujourd'hui, ces bouleversements, en fait, ont créé en fait, une sorte de populisme dans ça et là, dans certains cas. Et finalement, quand on regarde notre population africaine qui, pour la majorité, n'est pas instruite, quand on regarde le taux d'analphabétisme, est-ce que vous n'avez pas peur que l'Afrique soit véritablement un ring de MMA où tout le monde va venir se battre? Quand je prends le contexte aujourd'hui du Burkina, du Mali, du Niger et de la CEDEAO, où il y a l'influence russe d'un côté, l'influence occidentale de l'autre côté. Très bien, il va répondre à la question. Alors, il ne faut pas avoir peur. Les crises et les mutations sont toujours des opportunités pour qui sait les saisir. L'Afrique doit actuellement regarder les meilleures opportunités qui s'offrent dans ces changements. Sans complexe. Sans complexe. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a, vous voyez, des puissances, les grandes puissances qui sont en train de rediscuter, nous sommes en train d'aller vers un deuxième Berlin. Vers la fin de 1800, il y a eu Berlin 1. La redistribution du monde, le découpage de l'Afrique. Nous sommes en train d'aller vers un nouveau Berlin. Les choses sont en train de se recomposer. Je veux vous dire que les deux acteurs clés qui vont discuter, peut-être trois acteurs clés, ce sera les États-Unis, la Russie et la Chine. Mais la Russie n'est même pas l'adversaire des États-Unis. Le vrai adversaire des États-Unis, c'est la Chine. Voilà. Et donc, quand vous avez des puissances autour de vous qui sont en train d'essayer de recomposer la carte, vous choisissez la meilleure option pour vous positionner. Et attention, l'Afrique, je ne crois pas que l'Afrique, parce qu'aujourd'hui les leaders africains ont une pensée, une conscience autre. Moi, j'ai confiance en ces leaders-là. Vous voyez un peu dans tous les pays, les questions de gouvernance s'améliorent. En Côte d'Ivoire, par exemple, avec le président Alassane Ouattara, les questions de gouvernance s'améliorent de façon significative. Et même si demain il n'est pas là, il aura mis les questions de gouvernance à un certain niveau. OK. Mais vous voyez, vous parlez du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les pays de l'AES, en fait. Les pays de l'AES. Mais l'AES, ce n'est pas nouveau. Le Burkina, le Mali et le Niger font partie d'un ancien ensemble qu'on appelle le Liptako-Gourma. Oui, tout à fait. Et ces anciens ensembles existent en Afrique. L'Afrique a toujours été composée par des anciens ensembles. Et les ensembles, comme en Afrique, c'est des cocons dans lesquels nous créons notre culture, nous nous développons. Donc n'ayons pas peur qu'il y ait ces mutations et que les puissances internationales se cherchent en Afrique. Regardons les propositions sereinement, prenons ce qui nous plaît, ce qui nous arrange et puis organisons notre développement. Dandikoy? Oui, monsieur Azoumana, moi ce que je veux dire... Azuma. Monsieur Azouma, excusez-moi. Avec la nouvelle cartographie telle que vous la présentez, la Russie vient combler un vide ou bien elle vient carrément bouleverser pour aller repartir à zéro comme les anciennes métropoles, selon le regard que vous avez? Alors, justement, comme je le disais, ce n'est pas un retour de la Russie. La Russie a toujours été en Afrique, en réalité. Mais communique assez fortement aujourd'hui. Cette apparition nouvelle, en fait. Non, ce n'est pas de la culture russe de communiquer. La communication est plutôt du côté des Américains ou des Occidentaux. Les Occidentaux communiquent beaucoup, mais les Russes, les Chinois sont plutôt des peuples un peu intérieurs. Tout à fait. Voilà, tout à fait. ils privilégient les résultats. Vous voyez plutôt d'actes concrets qui sont posés. Déjà, la barrière de la langue fait qu'ils ne peuvent pas très communiquer, mais ils ne viennent pas combler un vide. Ils viennent parce qu'il y a une opportunité. Et ce qui peut être intéressant pour les Africains, il faut le noter, c'est que leur coopération n'est pas conditionnée. Ils n'ont pas de conditionnalité. Contrairement... Vous allez voir que les Russes peuvent pactiser avec des putschistes
ils peuvent avoir des relations avec un président élu et puis discuter avec un roi. Alors que dans certaines puissances, avant de discuter avec vous, il y a des conditions, bien sûr. Donc, en gros, ils n'ont pas d'éthique. C'est pas qu'ils n'ont pas d'éthique, mais c'est leur doctrine, c'est leur doctrine des affaires étrangères. Chaque pays écrit sa doctrine des affaires étrangères et choisit sa façon de coopérer. Ils ne avec jugent les personne, États. en fait. Voilà, ils cherchent leurs intérêts. Ils cherchent les intérêts. Élisée Boulbeux. Bon, tout à l'heure, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport aux opportunités que toutes ces mutations-là offrent à l'Afrique. Mais est-ce que vous pensez que c'est de réelles opportunités, ou du moins on peut tenir compte de ces opportunités sans au préalable tenir compte de la capacité des dirigeants? Je m'explique rapidement. Tout à l'heure, en discutant, vous avez dit qu'on sent aujourd'hui avec le président Ouattara une certaine gouvernance qui s'améliore. Mais si vous regardez aujourd'hui l'Afrique et particulièrement notre zone, c'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est commun à tous, voilà, qui est commun à tous les pays. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un préalable pour que ces opportunités soient réellement saisies? C'est-à-dire au niveau même des dirigeants en réalité. Ne vous inquiétez pas. Sur ce point, il y a deux éléments qui règlent le problème. Le premier élément, c'est les populations. Aujourd'hui, les populations ont un accès à l'information et les populations interviennent par le biais de la société civile, mais surtout des nouveaux médias. Elles réagissent. Dans la gouvernance. Donc aujourd'hui, on ne peut plus raconter aux populations n'importe quoi. Donc les populations seront capables à un moment donné de faire l'écrémage et de choisir les meilleurs dirigeants. Les dirigeants qui ne seront pas capables de faire montre de valeur en matière de gouvernance, de transparence et de protection des droits des populations seront certainement mis de côté. Donc, par les populations, c'est ça que vous dites? Oui, progressivement. Progressivement. Très Et bien. aujourd'hui, la société civile est en train de se renforcer. Quand vous voyez, on peut prendre l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, c'est en réalité la population qui fait la politique, fait bouger la chose. qui Très fait bien. la politique au Sénégal. Écoutons la dernière question de Barry. Monsieur Azuma, j'ai bien écouté votre présentation et j'avoue que je suis impressionné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement par rapport à toutes ces mutations géopolitiques-là, l'Afrique ne devrait pas prioriser des solutions endogènes? Je m'explique. Quand vous prenez l'Éthiopie, par exemple, il y a le projet du grand barrage de la Renaissance africaine que les bailleurs de fonds ont refusé de financer. Le gouvernement éthiopien a fait un appel patriotique auprès de sa population. Ils ont financé le projet à près de 70 à 80%. Tout à fait. Aujourd'hui, on prend un pays, dans le même élan, un pays comme l'Afrique du Sud, qui traverse une grave crise énergétique. Alors qu'en RDC, ils ont peut-être la solution à leurs problèmes, c'est le grand barrage de Inga, qui fait près de 40 000 mégawatts. Pourquoi les Sud-Africains ne mobiliseraient pas des fonds à travers leurs banques pour réaliser ce projet-là et naturellement exploiter l'électricité? C'est ce que j'appelle solution endogène. C'est une excellente question, mais les deux cas que vous avez pris sont exactement des cas d'école. Quand vous prenez l'Éthiopie, l'Éthiopie est un pays qui n'a jamais été colonisé. Donc, ils sont habitués à trouver des solutions internes. Quand ils ont des crises, ils règlent leurs problèmes en interne. C'est un pays qui a des langues, qui a sa propre culture, qui a ses religions, donc qui est habitué à trouver, à trouver des solutions internes. Vous prenez l'Afrique du Sud a été colonisée. Donc, son passé de peuple colonisé, certainement le rattrape. Mais je suis d'accord avec vous que, et je le répète, ces mutations qui sont en train d'avoir cours sont des opportunités pour l'Afrique pour regarder en interne qu'est-ce qu'il y a à faire pour nous-mêmes. Parce que même d'ailleurs, dans le monde, tous les peuples sont en train de se replier sur eux-mêmes. Exactement. Et ça sera juste que l'acte 1 de notre conversation, très belle conversation que nous avons eue avec vous, M. Azuma Ted. Vous êtes directeur exécutif de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Comment l'Afrique se positionne-t-elle? Grande question dans un monde qui bouge, un monde en perpétuelle mutation. En tout cas, merci d'avoir éclairé nos lanternes. Merci infiniment, M. Azuma, Daouda, Gandhi Koué, Élisée Boulbeux, Barry. Merci beaucoup. Merci à toutes ces équipes-là. Merci aux équipes rédactionnelles techniques, aux réalisateurs, Maï, Rassis. Merci à tout le monde. On se retrouvera demain. D'ici là, portez-vous bien. Et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.